Dimanche politique de Omega FM. Chaque dimanche, la rédaction de la chaîne de Radio Omega vous propose sa vision sur l'actualité de la semaine écoulée. Entre analyse, réflexion et mise en contexte, nos chroniqueurs, analystes et nos invités prennent du recul et donnent du sens aux événements de la semaine. L'information vous plonge au cœur de l'actualité, 7 jours sur 7. Tout le monde sait, donc au Burkina, quand on parle de l'école de la sagesse, on ne peut pas ne pas penser donc au docteur Aboubacar Ly. Docteur, pour commencer, l'école de la sagesse, c'est quoi? Bon, c'est pour répondre à... C'est pour tenter d'apporter une solution au problème des humains. Il n'y a pas plus méchant, il n'y a pas plus mauvais que l'humain sur cette planète Terre. C'est dire que l'humain a donc dévié, il est sorti de la route, il a des carences. Et il s'est avéré que la sagesse est la plus grande carence des humains. Donc moi j'ai pensé qu'il fallait ouvrir une école de la sagesse pour familiariser les humains à ce principe, à ce concept, et à l'apprendre et à le vivre. Voilà pourquoi j'ai créé l'école de la sagesse. Comment est-ce qu'on accède à cette école de la sagesse? Simplement à avoir le temps. Vous ne demandez rien en venant ici et vous ne vous attendez pas à avoir quelque chose, rien. Vous venez avec votre transport, vos frais d'hébergement et de restauration et vous venez ici, on s'entretient. On est habilité à poser toutes sortes de questions. Il n'y a vraiment pas de restrictions. C'est très ouvert. Et généralement, on est assez satisfait à cause de l'ouverture des questions qu'on peut se poser et des réponses aussi qu'on peut entendre. Et justement, quels sont les conseils que vous donnez aux gens pour que ces personnes puissent avoir cette sagesse-là? Vous l'avez dit, en tout cas, c'est ce qui manque le plus à l'être humain. Bon, il faut que l'humain veuille être sage. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'il ait compris c'est quoi la sagesse et quels sont les avantages pour lui. Et là, s'il a décidé maintenant de vouloir être sage, il peut venir. Et là, on va développer des questions-réponses et des processus qui lui permettront d'être sage. Et quand on voit donc notre pays, parce que vous l'avez dit, l'homme il est mauvais donc par nature, on voit que le pays aussi traverse des périodes assez difficiles. Est-ce que vous pensez que justement ce sont ces insuffisances, ce sont ces problèmes-là justement qui amènent l'homme justement à vouloir du mal à son prochain? Bon, je ne sais pas. Dans tous les cas, moi je ne veux pas rapprocher ça à un événement précis. Pour moi, l'humain, au niveau de la planète Terre, est mauvais. Parce qu'il manque entre autres de sagesse. Ma conception, c'est que s'il reprend la sagesse, qui est en lui d'ailleurs, qui est un potentiel en lui et qu'il le développe, la plupart des problèmes seront résolus sans dégâts. Voilà, c'est un peu ça mon hypothèse, mais je ne rattache pas ça à un événement précis ou à un pays précis. C'est très ouvert. C'est très ouvert, mais la démarche elle est individuelle ou bien est-ce qu'elle est collective? Qui doit l'enclencher? C'est l'individu qui doit vouloir être sage. Et maintenant, il peut apprendre. Une fois qu'il le veut, il le peut. C'est tout. Maintenant, s'il ne le veut pas, est-ce qu'il appartient justement à la société? Peut-être nous sommes dans une société organisée, dans un État. Est-ce que le processus aussi peut être enclenché par l'autorité? Si, oui, mais là, il faut des autorités, oh là là, bien imprégnées de ça et des conséquences favorables pour le pays et pour elle, pour en arriver là. Pour l'instant, on en est très loin au niveau du monde, au niveau de l'humanité. Les gens sont encore très loin parmi les responsables. Parce que même s'il y en a quelques-uns qui le veulent, ils auront peur de ceux qui ne le veulent pas. Donc on n'a pas atteint un taux ou une masse critique suffisante pour que des dirigeants veuillent proposer cela à leur pays. Et quel est le rôle justement que vous jouez en tant qu'un des acteurs, en tout cas une de ces personnes-là, justement qui veut que les hommes puissent tendre vers cette sagesse-là? Bon, je vais vous raconter l'histoire du colibri. Vous la connaissez certainement. C'est la forêt a pris feu. Tout le monde s'échappait. Et le colibri, petit oiseau, lui, il partait chercher l'eau dans l'océan et il venait jeter sur la forêt en feu. On lui a dit que
c'est vraiment peu, ça ne suffira pas pour calmer les choses. Le colibri a dit oui, il le sait, mais lui en tout cas, il joue son rôle. Donc moi aussi, je joue mon rôle en proposant l'école de la sagesse pour faire germer, faire éclore la sagesse en l'individu, parce que chacun en a le potentiel. Et puis quand un certain nombre d'individus auront réussi cette germination et le développement de la sagesse en eux, je pense que le monde va changer pour les humains et pour les autres, parce que l'humain est de loin le plus destructeur des autres. Il se détruit lui-même et il détruit les autres aussi. Et dans ces deux destructions, il est le plus fort. Ça, c'est un constat que j'ai réalisé et j'ai fait au niveau des populations, par exemple, du Sahel. Le plus ignorant dans le fait, dans la réalité, pense qu'il en sait plus que tous les autres. C'est ça notre mal. Mais pour justement que cela puisse se passer, il faut qu'il y ait cette prise de conscience justement au niveau de chaque individu. Oui, mais là, vous jouez un grand rôle, un très grand rôle, pour faire comprendre aux gens, attention, il y a actuellement en l'humain une carence de la mesure. L'humain abuse partout et avec grande violence. Donc c'est la mesure qui le rendrait optimale dans son comportement. C'est à vous, journalistes aussi, de reprendre ça. Et de le reprendre de façon si adroite, si habile que effectivement beaucoup de gens vont croire assez rapidement. Vous avez un grand rôle à jouer là-dedans, bien plus que les hommes politiques. Vous savez, les hommes politiques, c'est des peureux. Ils surveillent énormément le manomètre de leur popularité et de leur chance d'être reconduits. Donc, ils n'osent pas attaquer certaines choses frontalement. C'est aux journalistes de le faire. Mais ces hommes politiques aussi, c'est vrai que même les journalistes, il y a des actions qui peuvent être en tout cas entreprises par ces journalistes, mais ce n'est pas évident justement que les gens puissent comprendre le bien fondé justement peut-être du message ou bien encore de l'action qui est souhaitée de leur part. Parce que quand on prend cet exemple, une belle école, mais peu de personnes justement peut-être qui vont venir vers vous. Donc est-ce que vous dites que ça va être aussi un travail de longue haleine? Absolument, ça c'est sûr que c'est un travail de longue haleine, c'est sûr. Il faut simplement le faire et le faire bien. Parce que si vous le faites bien, beaucoup de gens vont être convaincus. N'oubliez pas que au rythme où je vais, une personne, ça fait déjà beaucoup de monde qui ont déjà entendu parler de l'école. De par le monde, ce n'est pas seulement au Burkina. Donc ça a quand même eu un effet. C'est l'action d'un seul individu, mais déjà c'est entendu, compris dans le monde entier. C'est peut-être la mise en œuvre qui est le problème. Et là, la grosse déferlante que sont les médias peut faire beaucoup. Et quel est le retour quand les gens viennent, qu'est-ce qu'ils vous disent par rapport justement à cette initiative, par rapport justement aux connaissances que vous leur donnez donc à travers cette école? Pour beaucoup, j'ai changé leur vie. Parce qu'ils ont compris et ils vivent maintenant dans la tendance de vouloir être sages. Il y en a beaucoup comme ça. Mais la plupart du temps, ils ne répondent même pas. Oui, ils ont eu des connaissances ici, ils ont bien compris, ils ont bien apprécié et ils partent et ils font leur vie sans retour. Mais je ne m'en préoccupe pas parce que je ne fais pas une évaluation par rapport à ce qui est compris ou pas. L'évaluation, c'est à mon niveau seulement. Est-ce que je tends vraiment à aider les gens à comprendre, c'est tout. Quand on regarde l'humanité, donc un monde qui est profondément bouleversé avec des crises partout, c'est vrai, vous l'avez dit, vous n'avez pas prendre un exemple concret, mais justement, comment est-ce que vous analysez cette crise profonde que traverse l'humanité? C'est amusant. Dans les années 90, j'ai lu un livre qui annonçait les événements actuels de par le monde. Et il attribuait cette évolution-là aux énergies électromagnétiques qui tournent autour de la Terre. Il disait que ces énergies vont créer une surchauffe telle que, excusez l'expression, on va se rentrer dedans. Donc c'est depuis les années 90 que moi j'avais compris que les choses allaient être bien bouleversées. Mais justement, dans ce livre, qu'est-ce qu'on disait? Qu'est-ce qui allait provoquer justement ce bouleversement? C'est l'énergie électromagnétique qui tourne actuellement au niveau de la planète Terre,
qui tournent autour de la planète Terre dans ces zones les plus peuplées. Et ça s'explique aussi biologiquement, ouais, où dès qu'il y a une certaine densité d'une espèce animale, il y a un déclenchement de conflits entre eux. Depuis les moustiques, les virus, tout ce que vous voulez, les poules, tout animal qui est dans une densité tend à agresser les autres. Un phénomène naturel alors? Absolument, en tout cas biologique, tout à fait naturel. Et qu'il faut laisser se développer ou bien qu'il faut essayer tout simplement, auquel il faut essayer de mettre fin? S'il y a des chocs, on suit la logique des amortisseurs. Voilà. Donc les humains, sachant bien qu'il y aura des chocs, des conflits, ils pouvaient très bien prendre les dispositions pour les atténuer. Et vous savez que c'est étonnant. Si une population consomme beaucoup de lait, par exemple, elle accepte rarement l'agressivité, le conflit. Donc même à ce niveau-là, matériel simple, on a des solutions. Sans compter que c'est surtout par l'école, par les informations, des médias, etc. Et tout, on peut calmer beaucoup de choses. On peut même éviter certaines choses. Dès lors qu'on le savait, on pouvait les éviter. Mais on n'a pas pris les dispositions. On n'a pas écouté ceux qui ont parlé. Donc il a manqué de l'anticipation. Non, il a manqué même de la connaissance et de la conviction des gens. Vous savez, pour anticiper, il faut connaître, être convaincu pour se permettre cette projection. Les gens n'étaient même pas à ce niveau. Ils ignoraient tout, donc ils étaient encore moins convaincus de ce qu'ils ignoraient. Donc c'est comme ça. Et puis bon, actuellement le monde, les rotations et les vitesses sont telles que, en fait, personne ne peut réellement bien anticiper. Ah ouais. Ça tourne trop vite. Donc il faut laisser les choses peut-être mourir de leur belle mort ou bien justement quel mécanisme mettre en place? Il y a toujours, vous savez, l'organisme humain est quelque chose de merveilleux. Il y a toutes les régulations. Tout est activé, dynamisé, mais aussi avec un système de régulation. Et nous, nos politiques n'ont pas de système de régulation. Il ne devrait jamais manquer dans un pays, au niveau de chaque culture, de chaque peuple, et au niveau de l'ensemble, des groupes d'atténuation, de régulation, de modération des phénomènes. Or, il n'en existe même pas un seul. C'est normal que ça chauffe. Quand vous parlez de groupe, à quoi est-ce que vous faites allusion? Comment est-ce que ces groupes peuvent être constitués? Vous, par exemple, vous êtes séparés. Oui. Les SAMO devraient avoir un groupe institué de sages qui font la modération, qui font la régulation, qui fait l'orientation. Vous savez, les hommes politiques, ils sont trop dans le feu de l'action pour pouvoir faire certaines réflexions ou pour avoir une certaine objectivité. Et c'est une autre structure, d'autres institutions qui peuvent le faire et le mettre à leur disposition. Mais ces structures n'existent pas, ni au niveau culturel, socio-culturel, ni au niveau national. Des structures à mettre alors en place, ou bien comment est-ce qu'on peut susciter ce genre de structure? C'est chaque groupe qui le fait pour lui-même. Et au niveau national, bon, donc ça c'est les hommes politiques responsables de ça qui verraient comment articuler ça maintenant. Moi j'appelle ça par moment la mosaïque, par exemple socio-culturelle, qui fait que une liaison entre les peuls et les bobos bien entretenus empêcherait même le feu dans d'autres groupes voisins. Donc si on crée les vraies mosaïques socio-culturelles, bon, il n'y aurait pas de feu dans le pays. Mais ça n'existe pas, on n'y a même pas pensé. Et moi, ça fait des années que j'en parle, que je l'écris même, mais je ne vois aucune réaction. Donc une responsabilité collective alors? Collective, d'abord qui parle des groupes eux-mêmes, et puis bon, de l'ensemble aussi. Je répète ce que je viens de dire, c'est-à-dire un accord, une entente bien pensée entre les groupes Bobo et Peul, par exemple, serait même des pare-feux pour d'autres conflits éventuels avec d'autres groupes. Donc ce seul exemple suffit à
montrer qu'on devrait faire ces relations. Comment est-ce que vous voyez, parce qu'il y a déjà les alliances, les parentés à plaisanterie, beaucoup de personnes ont pensé que ça pouvait être un socle, par exemple, ça pouvait être une solution à ces conflits, mais malheureusement on voit que malgré l'existence de ces parentés à plaisanterie, les conflits ne manquent pas à votre mosaïque dont vous parlez. Oui, mais c'est que ce n'est pas quelque chose qui a été pensé. Hein. La parenté à plaisanterie est vécue selon les circonstances. Alors que ça devrait être bien pensé, bien régulé, bien construit, bien structuré, bien huilé. C'est ça qui n'existe pas. Le principe existe, mais le processus de fonctionnement de ce principe n'existe pas du tout. Est-ce que vous pensez peut-être à une association, à un regroupement? Par exemple, si on prend l'exemple que vous avez donné, par exemple de Bobo et de Peul, peut-être qui se réunissent et qui essayent de mettre en place une sorte de feuille de route pour anticiper ces crises, ou bien comment est-ce que les choses devraient fonctionner? On ne doit pas anticiper les crises. On ne doit même pas permettre que les crises se produisent. C'est ça, donc la chose doit être bien pensée avant même que les crises n'arrivent. Quand les crises arrivent là maintenant, s'il y a un incendie, le feu est tellement fort qu'on n'ose pas approcher. Donc ça devient très compliqué. On est obligé d'attendre que le feu s'éteigne, faute de matériaux pour son fonctionnement. Mais c'est déjà donc trop tard, c'est gâté. Non, on doit penser ces choses bien avant l'arrivée des crises. Et ça, c'est là où le mot que vous avez utilisé a son importance, de l'anticipation. Mais on n'en a pas. On n'en a pas. Vous n'avez pas vu que nos programmes de développement ou dits de développement sont des propositions de réalisation. Il n'y a aucun concept de principe politique, de principe évolutif. Non, c'est encore des programmes de simple consommation, de simple satisfaction des besoins. Donc on est encore très loin. Est-ce que vous vous dites qu'il faut repenser pratiquement nos États? Pas les États, mais les responsables des États doivent reconsidérer les choses en interpellant, en interrogeant d'autres. Il y a des gens qui ne veulent pas diriger, mais ils sont capables de grandes réflexions. Et il y en a partout, dans les villes comme dans les campagnes, chez les bobos comme chez les peuls. Donc, c'est ça qui n'est pas mis en valeur. Le projet humain, le projet de développement et d'évolution de la nation n'est fait nulle part. C'est des propositions de progression, de croissance. Ouais. Ça ne résout pas les choses. Ça ne résout pas les choses. Est-ce que vous vous dites qu'il faut peut-être mettre en place, je ne sais pas s'il faut l'appeler un comité de sages, en tout cas des personnes qui seraient chargées de réfléchir sur l'ensemble donc, de ces questions de gouvernance et dérouler une feuille de route? Écoutez, il y a un pouvoir central, il doit avoir la mission de collecter et de construire, de structurer les pouvoirs locaux, comme on le dit, avec leur pensée de leur évolution. Ça n'existe pas. On n'a pas permis à un groupe, vous les Samoans, on ne vous a pas donné la liberté, la latitude et la force de penser votre évolution. Si vous aviez pensé votre évolution, le pouvoir central n'aurait qu'à maintenant coordonner les évolutions des différentes structures. Or, un peuple doit se développer selon son identité. Actuellement, on pousse les gens à se développer selon leurs besoins. Non, les besoins ne suffisent jamais, ne résolvent jamais rien les choses. Parce que dès qu'un besoin est satisfait, un autre apparaît immédiatement. Donc ce n'est pas ça la solution, ce n'est pas ça le programme. Mais chaque groupe autonome, parlant par exemple une même langue, ayant la même culture, doit avoir la latitude de penser son évolution. De penser ses développements et son évolution. Et ce serait très facile maintenant pour l'État central de coordonner et de structurer tout ça. Mais ça n'existe pas aussi. Et comment exprimer tout ça dans le cadre donc, de la construction d'une nation? Ça, c'est vous les journalistes. Il y a les gens qui pensent, qui font des propositions, mais pour valoriser ces propositions et les faire accepter, c'est vous les médias. Votre rôle n'est pas de critiquer de façon importante. Non. C'est d'aider à construire. Vous-même, vous êtes un peu
en fonctionnement inversé. Vous avez privilégié la critique. Non, la critique n'a même pas lieu. Il faut construire. Et vous devriez aider à construire les choses. Oui. Et si la critique est constructive? Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Ça, c'est un mot, une expression que vous avez inventée, etc. Et tout. S'il faut construire d'abord, et une fois qu'on a construit, maintenant qu'on a le droit de critiquer. Mais si on n'a pas construit, on critique quoi? C'est un vide. Donc vous critiquez un vide, ça amène où? Il faut que vous vous interrogiez vous-même, les journalistes, les médias. Quand on parle donc de cette instabilité, donc souvent ces conflits qui interviennent entre les communautés, les gens voient par exemple derrière une manipulation, par exemple que ce soit de la part des hommes politiques et autres. Est-ce que vous pensez que et cette sagesse, en fait, le système que ce que vous prenez là, ça peut permettre justement d'aller au-delà, d'amener l'homme au-delà donc de son ego pour construire justement les choses dans le bon sens? Oui, vous savez, je prends un exemple très artificiel, fait par l'homme. Vous savez, la voiture, quand elle fonctionne, il n'y a pas un élément de la voiture qui n'est pas impliqué, qui ne bouge pas en même temps que les autres. Donc il y a une question de totalité et de simultanéité. Personne, aucun groupe, aucun individu dans le pays ne doit être en reste. Ça, c'est la première des choses qui n'est pas faite. Deuxième chose, il y a toujours des règles, il y a un système de régulation, de refroidissement, si vous voulez, pour que ça soit vivable. Ça aussi, ça n'existe pas. Ce n'est même pas pensé. Donc, on est quand même très loin de ce que nous voulons et de ce à quoi nous aspirons. On est très loin. Nous sommes en train de courir tous pour satisfaire des besoins, pour satisfaire nos convoitises, mais on n'a pas du tout pensé au développement vrai, comment le construire, comment le mettre en place, comment le mettre en œuvre, pas du tout. Et par rapport à cette question de développement, il n'y a pas longtemps, vous avez donné une conférence donc à Ouagadougou et vous vous adressiez aux jeunes. Quelle peut être justement la contribution de la jeunesse donc, à la construction de la nation, au développement du pays? Là, par exemple, c'était une bonne occasion de dire à tout le monde, attention, la vie, c'est un cycle, c'est des phases qui comprennent l'appel, l'appelé, l'enfant ou adolescent, ou le jeune, l'adulte, l'ancien et l'ancêtre. C'est un cycle complet. Et dans ce cycle-là, chaque groupe, chaque phase, chaque tranche a une fonction précise. La fonction jeune, qui comprend les adolescents jusqu'aux adultes, est caractérisée par une très grande force. C'est seulement à cette période de la vie cyclique qu'on a la force de se projeter, qu'on a la force de l'audace, qu'on a la force de l'originalité et la force de l'ambition. Les jeunes ont la fonction de se projeter pour tout le monde. Et au lieu de ça, nous avons des jeunes qui sont presque des garibous. Ils attendent. Mais non, c'est la force même de développement, de projection d'un pays, c'est à leur niveau. Mais ils ne sont pas formés à ça. Ils n'ont même jamais entendu parler de ça. Mais les jeunes, c'est la vigueur. Il faut que ça soit bien pensé maintenant et bien valorisé. Vous savez, un adulte n'a plus la force de projection. Il n'a que la force de l'action. Un ancien n'a pas la force même de l'action, il a la force de la régulation, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qui n'est même pas connu. Simplement parce que nous sommes dans une logique de pensée et d'opérationnalisation analytique. Si on était formé à la synthèse, on ne ferait jamais ces fautes. Et on saurait très facilement qu'est-ce que chaque tranche d'âge est chargée de faire. S'il y a des tranches d'âge, ça veut dire qu'elles ont des fonctions, des missions. C'est totalement ignoré. Donc vous appelez les jeunes à se connaître et à connaître les missions justement qui leur incombent. Il faut en tout cas qu'ils se regroupent pour penser, pour réfléchir. On dit bien qu'il faut se développer à la sueur de son front, de la réflexion donc. Il faut que les jeunes le fassent. Mais il faut aussi que les adultes et les anciens les aident dans ça. Les jeunes peuvent le faire s'ils sont formés à ça. Mais si
l'école ne les forme pas, comment ils vont le faire? Là, par exemple, je crois que beaucoup de gens se sont rendus compte que, mais tiens, les jeunes ne sont pas valorisés, parce qu'on n'a pas valorisé leur force caractéristique de cette partie de leur âge, de leur évolution. Ils ne le savaient pas, mais les enseignants aussi ne le savaient pas. Bon, maintenant qu'on le sait, on doit pouvoir s'organiser pour que eux, ils y pensent, mais pour le faire bien, pour le penser bien, il faut qu'ils soient formés à ça. Là, vous voyez, c'est ouvert. Mais docteur, à vous écouter, pratiquement, on va peut-être reprendre l'auteur qui disait que l'Afrique noire est mal partie. Est-ce que vous avez aujourd'hui ce sentiment que c'est depuis les indépendances qu'il y a beaucoup de choses qui ont été ratées et qu'il faut pratiquement tout reprendre? Moi, je dirais que l'Afrique est partie à l'envers. Voilà. Nous ne sommes pas accrochés à des projections, à des futurs. Non, non, non. Nous sommes accrochés au présent. Et le présent est vite passé. Donc on est toujours dépassé par les événements. On n'a jamais de l'avance, de l'anticipation, comme vous le dites. Ça n'existe pas en Afrique. Donc l'Afrique doit tout repenser. Et Dieu merci, on n'est pas dépourvu de gens capables de penser. Il y en a partout. Il faut simplement qu'ils aient la liberté ou l'envie ou le soutien pour penser. Mais c'est ça qui n'existe pas. Vous n'avez pas vu que nos États sont pris par des administrations et que les administrations ne se soucient pas de penser, mais de réguler, de contrôler. Non, la régulation se fait sur une logique pensée, mise en œuvre. Ça n'existe pas. Et ces administrations, il faut leur substituer autre chose ou bien il faut justement créer ce pan-là, justement mettre en œuvre cet aspect-là afin de pouvoir aussi mener la réflexion. Qui doit jouer ce rôle? Les universités ou à quel niveau justement faire ce travail? Bon, chacun à son niveau doit faire une partie de ce travail précis d'organisation, de structuration pour un résultat. On veut évoluer de cette façon. Pour ça, il faut s'organiser de telle ou telle façon pour que, en avançant selon cette organisation, on arrive effectivement là-bas. Mais si on n'a pas défini là où on doit arriver. Qui doit définir? Chacun. Chacun. Chacun le fait à son niveau. À son niveau, mais oui, mais donc il réintroduit ça dans l'ensemble. Donc il faut apprendre comment. Vous n'avez pas vu le fleuve, comment les affluents arrivent? C'est comme ça. Donc chacun pense le fleuve, il a 1001 ruisseaux qui le constituent. Tous différents. Mais il s'insère au mouvement global. Mais ce mouvement global-là et son aboutissement n'existent pas. Donc il n'y a même pas où se brancher, où s'introduire. Est-ce que vous vous dites en réalité que le chaos, si on peut l'appeler ainsi, que nous vivons, c'est aussi la somme justement peut-être des erreurs individuelles? Non, je ne dirais pas le chaos, je dirais le cafouillage ou le brouillage dans lequel nous sommes. Ce n'est pas un chaos dans la mesure où nous avons la liberté et la chance de nous regarder et de causer. Non, mais il y a un cafouillage. Nous ne sommes pas sortis du cafouillage. Et chacun qui est à petite tête doit le savoir, le voir, le constater et décider à mon niveau, je vais tout faire pour qu'on sorte du cafouillage. Mais là encore, il faut qu'on sache sur quel chemin on va emprunter. Et là, on sait que les idées divergent. Ça ne fait rien, mais les idées divergent. Elles ne sortent pas du ciel. Hein. Aucune idée ne va dépasser le ciel. Donc on peut faire, si nous avons des idées tous qui débouchent sur le ciel, il n'y aura plus d'opposition. Mais nous avons des idées qui ne dépassent pas la hauteur d'un karité. Vous voulez qu'il y ait quel accord? Donc c'est ça le problème. L'humain n'est pas formé à être humain, c'est-à-dire à être universel. Là, il y aurait moins d'opposition. Si tout le monde tendait à l'universel, il y aurait moins de conflits, il y aurait moins de frottements. Parce que chacun aurait un bon parcours à faire et ne va pas se préoccuper du parcours de l'autre. Mais l'aboutissement est le même. Est-ce que là, ce n'est pas un monde lointain, justement, que vous vivez? Non, c'est un monde d'aujourd'hui actuel, de la minute qui suit, mais que nous vivons mal. C'est tout.
Puisque actuellement, il y a plein de gens qui pensent le ciel et au-delà. Pour tout le monde d'ailleurs, ils pensent pour tout le monde. Il y en a beaucoup. Donc c'est une réalité. Mais la grande masse ignore ça totalement. Et peut-être aussi, la plupart des dirigeants ignorent ça. Les dirigeants veulent résoudre des problèmes des populations. On n'a jamais pu résoudre les problèmes des populations. Puisque dès qu'un problème est résolu, un autre apparaît immédiatement. Et toujours plus fort. Donc on ne peut pas résoudre les problèmes. Ce n'est pas le problème qu'il faut résoudre, c'est les potentiels qu'il faut développer. D'ailleurs, c'est anormal de vouloir résoudre des problèmes autrement que par la logique de élément dominé, élément dominant. Si le potentiel est dominant, le problème est résolu parce qu'il est là, il agit, mais en état récessif. C'est-à-dire, il est là, il est présent, il fonctionne, mais sans faire du tort, sans faire des dégâts. C'est ça même la logique biologique et physique à l'échelle universelle. Est-ce qu'on nous a parlé des potentiels, par exemple, du Burkina, ou des Samo, ou des Gourmanchés? Non. Or, chaque individu dans chaque groupe a un potentiel. Il faut poser le problème, les potentiels des gens, et voir comment les développer. On verra que les problèmes vont toujours être là, mais en état récessif. Pour vous, c'est quoi le développement? Le développement, c'est un processus. Ce n'est jamais une situation. Or, nous avons pris le développement comme situation. Non, non. La situation réelle, c'est l'évolution. On parle de pays développés, par exemple. Ça n'existe pas de toute façon, puisque le développement a une définition très précise. C'est d'abord tous les éléments concernés qui bougent ensemble, qui grandissent ensemble. C'est ça, la définition de base du développement. Il n'y a aucun pays qui est dans cette logique. On développe tel secteur, tel groupe, autre chose, c'est tout. On ne fait que de la croissance actuellement, mais pas de développement. Ça n'existe pas actuellement un pays développé. Il y a des pays qui ont une forte croissance dans tel domaine ou tel autre, dans l'armée, dans la richesse, dans la politique, dans les arts, mais c'est tout. Parce que même ce qu'on développe, ce qu'on fait croître, n'est même pas structuré. Donc il y a des croissances isolées qui se perdent dans la nature. Dans un pays comme le Burkina, par exemple, ce que les gens veulent, c'est peut-être être suffisamment pris en charge au niveau, par exemple, des soins ou encore avoir suffisamment à manger. Alors qu'en principe, ce ne sont pas les ressources qui manquent. Comment est-ce que jusqu'à présent, on n'arrive pas, par exemple, à résoudre ces problèmes élémentaires, on peut dire? L'individu qui attend que d'autres résolvent ses besoins, ses situations, son évolution, est un individu raté. Le Créateur a tout donné à l'individu. Rien ne manque pour qu'il évolue normalement, pour lui-même et pour les autres. Vous savez que les gens ont oublié qu'ils doivent évoluer pour les autres. Ils pensent pour eux seuls. C'est déjà ça la faute fatale. Chacun est fait, elle a les potentiels, les ressources pour bien évoluer lui-même et faire bien évoluer les autres. C'est double responsabilité. Mais la deuxième, plus importante et préalable même à la première, à l'individu, n'est même pas conscientisée. Donc, si les gens attendent que l'État ou quelqu'un d'autre les aide dans ça, c'est des ratés. Mais c'est l'État qui doit construire des centres de santé? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je vais vous dire d'abord que l'individu a en lui-même les organes nécessaires pour se maintenir en santé. C'est parce qu'il gère mal ses organes. En l'individu déjà. Donc en groupe d'individus aussi, on peut faire les structures qu'il faut pour, en tout cas, être en bonne santé dans son espace. Mais est-ce qu'on peut être sûr, se rassurer quelque chose? Parce qu'on se dit que les précautions qu'on prend, les maladies, ça ne manque pas. Les maladies ne manquent pas, mais le remède contre les maladies n'a jamais manqué là où les maladies apparaissent. C'est les individus qui ne le savent pas. Maintenant, notre système de santé est une catastrophe parce qu'il est basé sur le système occidental, qui résout les symptômes beaucoup plus que les causes. On s'attaque aux symptômes, on les fait disparaître. On charcute autant qu'on peut. Ce n'est pas une médecine, ça. Ça, c'est une boucherie. Donc, il faut repenser la santé.
Pourtant, c'est ça, jusqu'à preuve de contraire, l'exemple, quand les gens ne se sentent pas bien, ils préfèrent aller dans ce centre de santé, à défaut donc de se faire prendre en charge ici. On va même à l'extérieur pour, en tout cas, oui, quand on ne se sent pas bien, la première des questions à se poser, c'est tiens, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis, cette situation malencontreuse m'arrive. Le médecin, peut-être, pour répondre à la question. Non, l'individu, pas le médecin. Le médecin, c'est un égaré. Il faut leur dire ça. Il faut leur dire ça. L'individu se connaît 1000 fois mieux que le médecin. Donc, il sait qu'est-ce qu'il a fait. Et puis, ça, c'est apparu. Et je vais vous dire une chose. Une maladie ne vient jamais sur quelqu'un, sur une population, si ce quelqu'un ou cette population ne l'a pas attiré. C'est une loi universelle. Une chose n'arrive quelque part que si elle a été attirée par ce quelque part. Comment est-ce qu'on peut s'attirer donc autant de malheurs pour parler des maladies? Oui, par les fautes de notre gestion de nous-mêmes. On donne un exemple par exemple. Le cancer attaque principalement les gens qui fument là. C'est eux qui ont attiré. Il y a plusieurs types de cancers. Oui, mais chaque type est le fait d'une attraction. L'univers entier ne fonctionne que par attraction. C'est absolu ça. Vous savez, une pluie ne vient jamais quelque part si elle n'a pas été attirée par ce quelque part. Et tous les phénomènes. La maladie non plus. La guerre non plus. Tout. Mais étant donné que nous vivons dans une société où on dépend les uns des autres, ça veut dire que la maladie que personnellement je n'ai pas provoquée peut être provoquée et m'atteindre peut-être de la faute de quelqu'un d'autre en ce moment. Comment est-ce qu'on gère les choses? Mais c'est là notre petitesse, notre limitation. Vous savez, nous ne vivons pas dans un monde interdépendant entre humains. C'est un monde interdépendant entre l'environnement naturel complet qui dépasse même le ciel. C'est nous qui nous sommes rendus petits. Et ça, c'est déjà un facteur d'attraction du mal. Si on prenait nos dimensions réelles, le mal n'allait pas s'abattre sur nous. Donc il faut repenser les choses. Vous savez, moi je ne vous comprends pas. Nous avons étudié pour voir clair. Et tout le contraire de ça, nous avons étudié pour revenir à nous-mêmes. C'est-à-dire à la plus petite dimension de notre existence. Ce que vous dites comme phénomène, c'est, vous dites on est interdépendant en pensant aux humains. Non, on est interdépendant avec les étoiles, avec les constellations, tout ce que vous voulez, avec les galaxies. Si vous prenez toutes ces choses en compte, peut-être que vous aurez moins de maladies. Parce qu'en ne pensant que soi seul, on est petit, vulnérable, faible. Si on se mettait dans une tension, aucune maladie n'arriverait. C'est parce que nous sommes en distension et en sport que les maladies nous tombent dessus. Retenez bien ces deux mots, parce que nous sommes en distension. Ce qui est en tension, rien ne peut traverser, rien ne peut pénétrer. Un exemple de ça, prenez les hélices d'un avion. Vous ne pouvez pas mettre votre doigt, ni rien. Ça, parce que les hélices sont dans une situation de tension. Quelqu'un qui est bien tendu pour réaliser quelque chose, aucune maladie ne le touche, aucune. Même si elles veulent, même si on lui inocule le mal, l'organisme tendu rejette le mal. Et ça, c'est des lois physiques et biologiques. C'est pour vous dire, c'est effrayant. C'est biologique, ça veut dire n'importe quel médecin a appris ça. Comment intégrer alors cette question? Donc, n'importe quel médecin devrait dire aux dirigeants politiques, attention, il faut que les gens soient en tension vers quelque chose. Là, ils vont réussir à obtenir ce qu'ils veulent, mais ils seront aussi protégés vis-à-vis de ceux qui peuvent les attaquer. Vous avez déjà entendu ce mot-là, mettre les gens en tension? Avec vous, comme on a l'école de la sagesse, on apprend tout. Et comment justement mettre les gens en tension? C'est-à-dire en leur faisant... actuellement, il y a des gens en tension actuellement, vous savez pourquoi? Vous savez c'est qui? C'est les religieux. Ils sont en tension pour le paradis. Ils se sont projetés dans le paradis et ils sont en tension, ils vivent ça. Et
Le résultat, comment on les caractérise le plus souvent? La ferveur religieuse. Mais ça ne les empêche pas de tomber malades ou bien de se retrouver... Mais là, ils prennent la maladie peut-être même comme une chance. Attention, les choses se modifient quand on passe à d'autres plans, d'autres étapes. Il y en a qui sont tellement en ferveur qu'ils se bastonnent. Donc c'est ça qui manque pour les 99% de la population. Les gens ne sont pas en tension. Ils sont en distension. Est-ce de la même manière que vous appréhendez, par exemple, la pauvreté? Le pauvre, c'est celui qui ignore qu'il a un trésor en lui. C'est tout. Dieu n'a appauvri personne. Il faut simplement trouver quelle partie en soi, physique ou psychique, qui est son trésor. Et ça, c'est un déficit de formation, un déficit d'enseignement, un déficit d'éducation. Dieu ne peut pas être Dieu si il a, comment on dit, s'il y a des gens à qui il n'a pas donné ce qu'il faut. Et c'est même l'insulter que de dire qu'il a fabriqué celui-ci de façon mal formée, sans lui avoir donné ce qui compense cette malformation. Dieu, c'est quelqu'un de complet et de juste. Donc c'est l'individu qui n'arrive pas à trouver ce qu'on lui a donné et qui fait que beaucoup, par exemple, se retrouvent comme pauvres. Madame, Monsieur, voilà, ce sera donc tout pour votre émission Dimanche Politique de ce jour. Je rappelle que nous étions donc à Dori, à l'école de la sagesse, donc avec le docteur Lee, avec qui nous avons appris beaucoup de choses et j'espère que chacun d'entre vous fera également le déplacement pour savoir davantage sur l'humain. Dimanche Politique de Omega FM. Chaque dimanche, la rédaction de la chaîne de Radio Omega vous propose sa vision sur l'actualité de la semaine écoulée. Entre analyse, réflexion et mise en contexte, nos chroniqueurs, analystes et nos invités prennent du recul et donnent du sens aux événements de la semaine.